Hello les loulous, c'est Tonton Hunter. On est parti pour une petite FAQ de fin d'année, histoire de faire un petit bilan sympa de cette année et de répondre à vos questions. On s'y met tout de suite. Et oui, vous avez vu, le tonton, il a fait péter The Chemise de Noël. La collection de chemises les plus improbables qui soient commence à atteindre des proportions inégalées. Donc, on s'amuse bien de ce côté-là. Merci à tous de m'avoir envoyé vos petites questions à MP sur les différents réseaux. C'est l'occasion de faire cette petite vidéo bilan de cette année, finalement. On va commencer par un truc tout bête. Évidemment, la première chose qui me vient, c'est je voulais vous dire merci. Merci pour cette année, merci pour votre soutien, pour votre loyauté, et puis surtout pour votre suivi de toutes les vidéos qu'on a pu sortir. On a fait une année full où chaque semaine il y a eu une vidéo de Ravnica TV, dont des très très longs épisodes. Je pense notamment à celui du Summit, et pourtant c'est un de nos chiffres les plus gros. Comme quoi, des fois c'est la taille qui compte. En tout cas, voilà, on aura fait des vidéos qui auront dépassé les 16 000 vues quand même, ce qui est quand même un petit peu fou pour une chaîne de notre ampleur. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui nous ont rejoints cette année. Franchement, là, on approche les 2500, ce qui est quand même assez ouf. Euh, Puis tout simplement pour vos petits messages, pour la commu qui tout doucement, pierre par pierre. Pierre, Présent. Pierre, Présent. Pierre, Présente. Pierre, Présente. Pierre, Présent. Pierre, Pierre. Évidemment encore absent celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Comme par hasard. Se met en place, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci à vous, et cette petite vidéo c'est un peu aussi pour vous remercier, pour répondre à vos questions, et qu'on puisse continuer l'aventure avec vous de votre côté, avec quelques réponses aux interrogations que vous pouviez vous poser. Donc j'ai sélectionné 17 questions, ce qui est déjà assez pas trop mal. On va essayer de pas trop se disperser, même si j'y crois moyen. Et l'idée c'est quand même de garder ça aller dans les 40-45 minutes, sachant que il y a déjà une question à laquelle j'ai répondu pendant que j'étais en Floride. C'est pour ça aussi, vous allez voir, tout est dans un format un peu noir et tout, parce que j'avais fait des captures d'écran au fur et à mesure, sinon après c'était galère pour moi de suivre. Donc voilà, on a 17 questions, il y en a une où je vous répondrai en direct de Floride, enfin du coup plus en direct. Donc le fameux tonton du passé qui reviendra pour vous jouer un mauvais tour. On va commencer tout de suite, j'ai rien mis dans l'ordre, on va réagir à chaud. Alors, question numéro 1. C'est une double question. Il y a des projets importants. Y a-t-il des projets importants en cours? Quel est l'avenir de la chaîne? Quels sont les projets qui la concernent? Alors les projets pour la chaîne, déjà on va refaire le salon de Montrouge, le salon de la guitare. C'est vraiment un super salon, c'est un salon qui a marqué tout le monde, j'ai l'impression aussi bien les visiteurs qui y sont allés que les pros, parce que je sais que quand je discute avec nos amis David de Denzo Custom et Ben et Antoine d'AMS, que je salue au passage, tout le monde a vraiment gardé ce salon comme le salon de l'année pratiquement. Parce que c'était peut-être pas le plus grand, mais en tout cas c'est le plus qualitatif. C'était aussi celui où on a pu avoir le plus d'échanges avec, tout simplement avec vous, hein. Moi le premier, ça a été aussi le premier salon où j'ai rencontré des fans. Donc évidemment, il a une petite place au chaud dans mon cœur. Il est super bien organisé. Il y a vraiment une bonne entente, une espèce de camaraderie ambiante qui est vraiment super agréable. Donc je ne saurais que trop vous encourager d'aller à ce salon à Montrouge sur Paris. C'est sur 2 ou 3 jours. Je vous mettrai les infos. Je pense que les premières affiches sont sorties. Ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez le matos, vous réservez une après-midi ou une journée entière, même si vous pouvez évidemment, et d'aller sur place. C'est vraiment le cas de mettre la main sur plein de matos, de mettre des visages sur des noms, et puis de pouvoir papoter tout simplement de notre passion en commun. Donc les projets importants, c'est surtout ça. J'ai un énorme projet en cours, et j'ai pas vraiment, enfin j'ai teasé évidemment, parce que vous savez bien YouTube tout ça, mais j'en ai pas encore tout à fait parlé. Mais le tonton, il y aura une pierre angulaire de l'histoire du tonton et de la chaîne cette année qui se déroulera outre-Atlantique. Donc ça c'est un énorme projet, c'est même plus un gros là, il est vraiment immense, que ce soit en investissement en temps et surtout évidemment aussi un investissement matériel. Ça c'est des gros projets. Il y aura d'autres projets, j'ai quand même regardé les questions avant de les sélectionner, donc il y en a un que je
tease tout de suite, mais dont on parlera parce que je sais qu'il y a une question vraiment bien précise sur ce sujet, donc ça on verra plus tard. Et la deuxième partie de la question, tu parlais dans ta dernière vidéo d'un tyran light. As-tu une marque de corde favorite? Pareil pour les Mediator. Alors les Mediator, eh ben, sans vouloir faire de la pub, mais notre cher ami Denzo a fait des super Mediator avec vraiment dans de la matière, je sais pas, c'est de l'acrylique ou je sais pas quoi, je me rappelle plus le nom, peut-être qu'il nous corrigera en commentaire, mais c'est super efficace parce que c'est assez dur et en même temps c'est assez fin. Donc moi c'est vraiment tout ce qu'il me faut. Je pense que je suis à moins de 1. À mon avis je dois être sur du 0,8, plutôt rigide quand même pour ma part en Mediator. Et sinon en corde, vous allez voir, c'est pour ça que j'ai un tyran de fillette, je vois que j'en ai là, donc je tends mon bras. J'ai le bras long. Et voilà, ça c'est la marque de corde que j'utilise le plus pour l'instant. Je suis chez Ernie Ball du coup, Super Slinky, parce que comme je vous l'ai dit, tyran de fillette, 9,42. Parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me parle, j'aime bien, je trouve que ça aide bien dans les bends, etc. Après, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on nous a conseillé quand même à plusieurs reprises, que ce soit des professionnels ou juste des potes, de mettre quand même du tyran un petit peu plus costaud. Parce que quand on est sur des accordages plus bas, ça permet quand même un peu une tension un petit peu différente et ça permet tout simplement de faire chanter un peu l'instrument. Là, je pense que ça manque peut-être un peu de tension. Donc c'est un peu une solution de facilité, hein, le tyran light quand quand vous êtes un petit peu feignant comme le tonton. Ça peut aider un petit peu à la vélocité, etc. Mais bon, regardez, je crois que c'est Malmsteen qui joue en tirant encore plus bas, en 9,48 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Il faudrait que je regarde. Je vous mettrai en 8,48 je crois, mais je suis pas sûr. Je crois, de toute façon, à mon avis, il doit y avoir des cordes signatures, évidemment, parce que business is business. Mais je vous mettrai ça. Je me suis toujours habitué là-dessus. Je me suis souvent cassé les dents sur des tirants un peu plus gros, mais c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup de m'y remettre et de voir si je sens une différence, que ce soit vraiment dans le son et puis dans la pratique. Évidemment, au début, je vais en chier, je vais me latter les doigts, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc voilà, pour les projets, on verra bien. Je pense que je vous emmènerai au fur et à mesure sur mon épaule et puis ça va se construire. Franchement, j'ai pas envie de faire de plans sur la comète. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui vont peut-être ou pas nous arriver dans les différentes timelines. Donc ça, on le verra. J'ai vraiment pas planifié, je me laisse un peu porter cette année. Après une année aussi éprouvante que celle-ci, je vous avoue que j'ai pas fait de gros projets par rapport à la chaîne pour le moment. Alors, question numéro 2. Voilà, on essaie de garder quand même des réponses pas trop longues. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos dont tu es particulièrement fier, de laquelle tu es le plus fier, laquelle a été une déception niveau réaction. C'est une chouette question, parce qu'en fait, c'est vrai que le YouTube est une terre définitivement très étrange, parce qu'il y a des fois, vous pouvez mettre vraiment votre cœur et avoir vraiment un super feeling avec une vidéo, et elle fonctionne pas trop. Et des fois, vous faites pas une vidéo à l'arrache, parce que j'ai pas... il y a vraiment très peu de vidéos dont je suis pas content, et on en parlera après si vous voulez, parce que vous savez bien, la transparence du tonton, c'est toujours quelque chose à laquelle je tiens et qui restera une valeur primordiale sur la chaîne. Mais c'est des fois très aléatoire. Il y a des vidéos que je trouvais sympas sans plus, qui ont super bien marché, et d'autres que je trouvais excellentes et qui ont fait bof. Donc, lesquelles dont je suis très fier? Bah, celle du Summit, hein, quand même, parce qu'elle m'a demandé énormément de travail, et puis, c'était quand même un peu dingue, hein, de rencontrer quand même Misha Mansour, de rencontrer John Brown. C'est quand même des choses qui sont un petit peu dingues, d'avoir croisé la route de Rabia Massad, etc. C'est des souvenirs marquants en tout cas. Les vidéos dont je suis le plus fier, c'est pas vraiment des vidéos, mais c'est plutôt des rencontres en fait. D'avoir rencontré Franck Bichon et qui je m'entends super bien. Bah, tout simplement d'avoir tissé des amitiés avec David, avec Ben, avec Antoine, au fur et à mesure de la route et de nos collaborations, d'avoir bossé avec Tamco, etc. Enfin, c'est aussi au fur et à mesure que la chaîne elle grandit, d'avoir des gens qui sont au début des collaborations professionnelles, entre guillemets, et même si, ça reste du plaisir avant tout, et de voir que ça devient vraiment des potes, qu'on s'envoie des messages, qu'on se ramène des cadeaux quand on va en vacances, enfin bref, tu vois, tu comprends un peu l'idée. Et puis la communauté, c'est aussi... En fait, ce dont je suis le plus fier, c'est ça. D'avoir pu faire des épisodes genre Parole de fan avec Quentin, d'avoir su justement
faire des rencontres et encore une fois hein, les rencontres hein, je radote un peu mais en fait c'est ça le but de ma chaîne finalement le truc que m'aura le plus apporté ma chaîne bon bah le matos c'est cool hein, mais les gens dans la vraie vie c'est quand même un petit peu mieux et donc ouais bah d'avoir pu tout simplement passer de fan avec Quentin à super pote à amis à maintenant on va bouffer les uns chez les autres et tout bah c'est la plus belle chose qui me soit arrivée en 2025 et c'est pas pour failloter c'est que vraiment pour moi, voilà, s'il y a bien un truc dont je suis fier, c'est ça, c'est qu'on n'ait jamais menti, on se soit pas foutu de votre gueule, que j'ai réussi à tenir les délais ou sortir une vidéo par semaine et d'avoir fait des trucs que je trouve moins qualitatifs, même si, ouais, petit bémol, évidemment, bah, quand on revoit les vidéos du début, les vidéos de maintenant, c'est sûr il y a une belle évolution et c'est cool. Je pense qu'on peut s'en féliciter et il y a encore du travail à faire, évidemment. Mais et puis l'Arlésienne, si, il y en a une où je suis déçu, vous savez bien, c'est la vidéo sur Zach Whale que j'ai sortie il y a maintenant un peu plus longtemps, bah, dans les premières aussi, et sur laquelle j'avais passé beaucoup de temps et où je m'étais beaucoup investi et qui avait pas beaucoup marché. Et ça, je m'en rappellerai jusqu'à la tombe, le tonton rancunier. Mais sinon, voilà, je suis fier de plein de trucs, j'ai fait des épisodes de ouf, j'ai adoré les liens que j'avais avec Samy, c'était une super vidéo, le feeling passe tout de suite, son histoire était super intéressante. Avec Eric, ça s'est super bien passé aussi, et on voit que bon, on se marre, la vidéo de la Metal Zone, on se marre du début jusqu'à la fin, c'est toujours aussi cool. Hop hop hop, c'est le tonton du montage, donc le tonton du futur. Enfin, vous commencez à voir les voyages spatio-temporels. Je crois que j'ai shooté le micro, donc ça va faire un super bruit. Enfin bref, tout ce qu'on aime. Ouais, j'étais en train de monter la vidéo le lendemain, pénardement, tranquillement, tranquillou bilou. Et puis je me suis dit, attends, non, mais là, t'oublies quelqu'un quand même. Comment on a pu passer des super vidéos qu'on a faites avec Anto? Anto, un de mes plus vieux putain, ça y est, on fout des nions partout, c'est incroyable. Anto, un de mes plus vieux potes, que je suis super content d'avoir retrouvé parce qu'on s'était perdu de vue un certain nombre d'années et tout. Et comment parler de la chaîne et faire un peu un bilan de cette année sans parler des super vidéos qu'on a faites avec lui. Aussi bien la vidéo ultra complète sur ACDC qui visiblement vous a plu. Je crois que c'est la vidéo la plus vue, la plus aimée de toute la chaîne. Donc ça, c'était vraiment trop, trop cool. Et puis tout simplement nos délires et tout, avec Anto ça connecte tout de suite, on a clairement pas besoin de parler 100 ans pour savoir vers quoi on va aller. Et puis toujours un plaisir de passer du temps avec lui tout simplement, et ça a l'air de vous plaire, donc ça c'est encore mieux. Je pense que ça doit être lui qui a probablement le record de featuring sur la chaîne en plus. Donc évidemment je ne pouvais faire cette vidéo décemment sans mentionner notre bon vieux Anto, qui prend toujours du temps pour venir nous voir, parce que c'est vrai que je le dis pas souvent en vidéo et tout, parce que voilà, genre, on veut pas s'auto-sucer comme on dit, Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. poliment. Mais Anto, il vient de Burbure, je crois qu'il a bien 1h30 de route aller, 1h30 de route retour. Vraiment très chouette. Anto a toujours fait ça juste sur son temps libre et juste parce que ça lui fait plaisir de venir. Et ça, voilà, ça vous en dit beaucoup sur le chouette type qu'il est. Et je voulais au moins saluer ça parce que sinon, ça aurait été vraiment pas juste. Donc bref, merci encore pour tout l'ami. Et puis j'ai hâte qu'on retourne encore des petites vidéos ensemble. Je sais qu'on a encore quelques idées dans notre musette. Et puis voilà, j'aime bien les choses pas prévues, j'aime bien... De toute façon, encore une fois, hein, je n'écris jamais mes vidéos, mais genre jamais, jamais, jamais. Je n'écris jamais rien. Quand j'appuie sur Rec, je sais pas ce qui va se passer, ce que je vais dire, je ne contrôle pas ma bouche. Et, et puis il faudra pas que je dise ça devant un juge, je sais. Mais voilà, c'est ça aussi. Et puis toute la chaîne, c'est ça en fait. Je fais des choses, je suis mon instinct et il se passe des trucs. Voilà. Ouais. Résume-moi mal la chaîne, ben c'est ça. Et tu rajoutes aussi un son un peu approximatif, et puis voilà. Et c'est bon, tu as Ravnica TV. Yay! Ah, question suivante, Q3. Alors, ça fait quoi d'avoir enfin des haters? Ben, ça fait partie de l'aventure, hein, complètement. Pour rigoler, je me souviens quand je m'étais lancé un petit peu, j'avais discuté avec notamment Gaël du son dans les doigts, il m'avait dit, tu verras, le jour où tu auras des haters, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ben, c'est tout à fait ça, hein. Quand maintenant on m'envoie des screenshots ou qu'on on me dit, tiens, je suis allé à un salon et tout, il y en avait qui se demandaient, ah, mais ouais, il a des vues, c'est pas normal, il doit sûrement acheter des vues, tout. C'est vrai que YouTube est tellement important dans ma vie que je me dois d'acheter des vues pour m'en sortir. Et puis je peux vous dire que si c'était le cas, j'achèterais vachement plus que ça pour, pour aller jusqu'à la monétisation. On en a chié. Ça aussi, ça va être une question plus tard, mais la monétisation, c'est ultra récent sur la chaîne, hein. Là, quoi, on est le 15 décembre. Je crois que c'est arrivé fin octobre.
un truc comme ça. Faudrait que je mette peut-être la date exacte si je la retrouve, je suis même pas sûr de la retrouver. Et encore, hein, on va parler de monétisation, vous allez voir, je pense qu'il va falloir démystifier certains trucs, hein. Déjà, bah, encore une fois, on est le 15 décembre, j'ai toujours pas eu de chèque de YouTube parce qu'il faut atteindre un certain palier de thunes. Et je crois que en plus, c'est pas si ouf que ça, hein. Je crois que le palier pour qu'il te paye, je crois que ça va être 70 ou 80 euros, un truc comme ça. Et on les a toujours pas depuis, hein. Donc, ouais, c'est pas tout de suite la Bentley devant la maison, c'est pas tout de suite, tout de suite. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. Même si vous savez que je suis aussi con en achat de guitare qu'en achat de voiture, donc en fait ça pourrait être un gros craquage de ma part, mais ce serait pas lié à YouTube du coup. Et ouais, je pense qu'on doit faire un truc genre 25$ de revenus par mois, donc voilà, les haters, si vous pensiez que je m'essuyais les yeux avec les billets de la communauté, bon bah ça, ce n'est pas encore le cas, mais qui sait, je vous tiendrai au courant. Vous serez les premiers informés si je peux enfin me faire une baignoire de billets et de pièces, ça doit peut-être pas être très agréable, admettons de billets, je ferai une vidéo façon Picsou. Puis les haters, bah en fait c'est triste, en fait c'est plus triste qu'autre chose de voir qu'il y a des gens qui, bah souvent c'est plutôt un reflet de leur propre galère, quoi. C'est parce qu'ils sont frustrés d'un truc, ils estiment que ils méritent mieux que moi, ou des trucs comme ça. Et puis, allez, petit tips croustillant. Bah, en fait, allez, plus d'une fois sur deux, quand je clique sur le profil d'un des haters, bah, en fait, souvent, il a une chaîne YouTube. Alors, soit il a rien, et du coup, il critique tous les gens qui créent des trucs, mais lui, il crée que dalle. Bon, c'est triste quand même. Et encore plus triste, la deuxième fois sur deux, c'est quelqu'un qui a une chaîne un peu typé guitare, qui doit faire des covers ou des trucs comme ça, ou qui essaie de faire des trucs, et bah, le gars il a 120, 200, 300 vues, et donc à mon avis il doit dire ouais mais lui, moi je joue 10 fois mieux que lui, et je fais pas 5, 10 000, 15 000 vues. Ben oui, c'est la dure loi de YouTube, je suis désolé. Mais s'il était peut-être plus sympa, peut-être que ça marcherait, on sait pas. Donc oui, voilà, bon, bah, les haters, ça fait partie du truc, quoi. Y a-t-il une pièce de matos sur laquelle tu es catégorique, tu ne t'en sépareras jamais? Alors, le jamais, c'est comme dans le pro wrestling, dans le catch, il faut jamais dire jamais. Je pensais moi-même ne jamais me séparer de ma Flying V de 94 de Lenny Kravitz, et puis elle est arrivée, là, avant-hier, chez mon ami Samy de Marseille. Donc, tout, enfin, si la question c'est est-ce qu'un jour je préfère crever la dalle ou vendre mes grattes, bon, bah, est-ce que je veux que ma famille elle se prostitue ou est-ce que je veux leur donner à manger, bon, non, mais il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu vends une gratte. Là actuellement, bon bah tout à l'heure j'ai un petit peu teasé, ça va être une vidéo avec plein de teasing dedans. Un super projet outre-Atlantique, bah voilà, le but c'est d'avoir un pied à terre à un moment aux États-Unis. Ça, vous en doutez, ça implique énormément d'argent mobilisé. Donc, bah, il y a un moment, tu peux pas tout avoir, donc il faut faire des choix. Je peux pas tout faire. J'ai pas la capacité financière de pouvoir réaliser tous mes rêves comme ça en claquant des doigts. Un jour peut-être, mais on continuera à travailler pour, en tout cas. Mais donc, bah, qu'est-ce qui a survécu? La copie de Les Paul Zackwell qu'il m'a signé, bah, je pense la garder déjà parce que ça n'a pas grande valeur, mais c'est surtout une énorme valeur sentimentale. Donc ça, c'est un peu priceless pour le coup. Donc oui, celle-là, je pense qu'elle ne me quittera jamais, jamais, jamais. Je pense que celle-ci, elle fait partie du rare groupe où on peut dire ça. Et sinon, bah, j'ai encore gardé la double manche de 1976, hein, la SG Low Suit. Après, c'est une guitare que j'adore, c'est une guitare pour laquelle j'ai un profond feeling. Mais pareil, je m'interdis pas un jour dans la nécessité, dirons-nous, ou alors tout simplement l'envie d'un truc et voilà. Je suis pas méga attaché au matériel. Je suis très content de les avoir. Je suis très content de découvrir, de chasser des objets, des guitares, du matos et tout. Mais à la fin de la journée, c'est plus l'aventure qui m'intéresse que vraiment de posséder l'objet et tout. Alors je suis content. Là, je vois la double manche du coin de l'œil, c'est super. Elle a une gueule d'enfer et tout. Mais et je suis content quand elle est sur mes genoux et que je joue avec, hein, titre. Et après voilà, si il faut changer son fusil d'épaule ou tout, bah je me l'interdis pas, j'ai pas de problème avec ça. Je viens de revendre la Gibson Les Paul R9 Murphy Lab anniversaire. Pareil, vous voyez, c'était un objet de ouf que je savais, par contre celui-là quand je l'ai eu, je savais qu'il ferait que passer parce que c'était vraiment
c'était complètement débile d'avoir fait ça, mais je savais que c'était une fois dans ma vie, je pouvais me le permettre pendant un certain temps, un certain laps de temps. J'avais eu une rentrée d'argent. Voilà, je l'ai acheté, j'en ai profité quelques mois et je l'ai revendu derrière parce que ça avait aucun intérêt. C'était un peu donner de la confiture au cochon, quoi. Donc voilà. Question suivante, la Q5. T'occupes-tu de l'entretien, réglage de tes guitares ou celle destinée à la vente? Alors en fait, c'est très aléatoire. Déjà souvent, vu que bon, bah, on a quand même des grades plutôt haut de gamme, c'est souvent des guitares qui sont réglées et bah, où l'entretien, etc. est fait et elles sont déjà en ordre quand je les ai. Moi, j'y fais quand même vachement attention. Ça m'arrive de faire des réglages. Après, pour tout ce qui est changement de pièces, etc., ou des opérations plus lourdes, là, je passe par quelqu'un. J'ai mon pote Gilles qui m'aide beaucoup dans tout ce qui est électronique quand je veux changer un micro ou ce genre de choses. C'est plutôt lui qui le fait. Et après, quand c'est des opérations plus lourdes, comme par exemple ce qu'on a fait avec la Flying V, je passe par Gaël Ligier du Son dans les Doigts, qui est incroyable, qui a la noire magie dans ses mains. Si vous avez besoin de faire quelque chose sur votre gratte, ou si elle a un problème, ou si vous voulez l'upgrader, ou si vous voulez genre une casse de tête ou un truc encore plus grave, n'hésitez pas à passer par lui. Moi, je lui ai envoyé des grattes super chères en Normandie et tout, il me les a envoyés nickel. Les réglages sont incroyables, toutes les modifs que j'ai demandé, elles avaient été faites au poil de fion. Enfin, donc voilà, quand c'est plus grave, d'ailleurs, il a toujours été question avec lui. En gros, toutes les grades que j'ai à vendre, si vous voulez un réglage particulier, vous pouvez toujours le demander. Si c'est un truc simple où je suis capable de le faire, bah, je le fais. Après, je suis pas quelqu'un qui me surestime. Si c'est un truc où j'en vois déjà pas le jour, je vais pas vous bananer en disant oui, pas de souci, je sais le faire. À ce moment-là, on en parle avant. Je vois avec Gaël s'il a du temps, etc. Et c'est tout à fait faisable. Il me l'avait d'ailleurs dit en vidéo que si des clients avaient besoin d'un réglage ou d'un truc spécial pour une des grades que j'avais, ils seraient ravis de participer. Donc, question suivante. Maniaque ou balèque avec les guitares? Alors, déjà, je différencie deux choses. Je différencie toujours les guitares que je sais d'office qui sont pour acheter, vendre, faire du contenu, et mes propres guitares personnelles qui font partie du cheptel. Donc, malheureusement pour elles, celles qui font partie vraiment du cheptel, les miennes, sont un petit peu, j'y fais un petit peu moins attention. Après, je suis pas du genre non plus à balancer des trucs partout et tout. Je fais quand même attention. Vous avez vu, j'ai acheté des racks, des pieds, etc. Elles sont très souvent, quand je les stocke, soit décrochées au mur bien solides et avec des petites moumoutes, etc. pour pas que ça abîme le vernis, soit elles sont dans leur case et housse. Donc c'est pas mis n'importe comment non plus. Après, celles pour le business, c'est encore pire. Celles-ci, quand c'est pour le business, elles sont quasiment toujours dans les housses. Elles ont le droit à un petit coup de polish, elles ont le droit à des petites lingettes, vous voyez, qu'on fout un petit peu partout. J'y fais super attention. Là, pour le coup, les grattes, c'est quand même super important pour moi. Je me vois pas vraiment faire n'importe quoi avec ça. Un petit bémol que je pense que je vous ai déjà confié dans d'autres vidéos, c'est que j'achète de plus en plus des grattes reliques. Et franchement, ça me libère un peu l'esprit parce que j'ai pas peur de leur rentrer un petit peu plus dedans. Et je trouve que c'est une manière un peu plus rock'n'roll de vivre avec. Et je trouve qu'elles le rendent bien, les guitares. C'est des guitares je trouve que les guitares, ça a quand même besoin de vivre. Même si j'ai un peu une fibre collecteur, n'importe quoi, collectionneur. Moi, je veux toujours les jouer, quoi. Je veux pas avoir un truc et le mettre au mur. Après, je respecte ceux qui préfèrent juste collectionner et additionner et tout. J'ai pas de souci avec ça. J'irai pas jusqu'à dire maniaque, parce que genre je deviens pas malade si je mets un pet à un truc, mais ça va vraiment m'embêter, quoi. Donc si, quand même, plutôt du côté maniaque que du côté balèque en tout cas. Question numéro 7. La monétisation de la chaîne a-t-il changé quelque chose à ton train de vie? Prends-tu des douches de bifton? Bah voilà, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Du coup là j'ai vraiment l'image de Picsou. Non, bah comme je l'ai dit, hein, on doit faire aller en euros, on doit faire 20 balles par mois, donc ça change pas tellement mon point de vue. Si de temps en temps je me fais un McDo en pensant à vous, enfin un Burger King parce que je préfère. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que ça change, hein, les gars. À mon avis, il faut déjà avoir un sacré paquet d'abonnés pour que. Alors, en vivre, je sais même pas. Alors là, ça doit être vraiment énorme. À mon avis, tu dois avoir au moins 100 000 abonnés, je pense, pour pouvoir en vivre, un truc comme ça, quoi. Et encore, je suis même pas sûr. Faudrait demander à des gens qui les ont. C'est pas avec 2500 abonnés sur YouTube que tu fais grand chose, hein. À la limite, vous me payez voilà, un kebab et un jeu de cordes tous les mois, je vous suis déjà reconnaissant pour ça, mais dont il n'y a pas de quoi changer un train de vie. Un jour peut-être, on peut rêver. C'était en FAQ, c'est encore bon. Est-ce qu'il y a
Y a-t-il un groupe, artiste, chanson que tu adores et qui nous surprendrait, genre un plaisir coupable et qui change complètement ce qu'on sait de toi? Ah, ça, c'est assez drôle. Plaisir coupable. Euh, Ça, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Bon, je trouve pas que c'est vraiment un plaisir coupable parce que c'est vraiment de la chouette musique, mais en tout cas, ça change de l'image, entre guillemets, du tonton. C'est un tonton d'un univers parallèle. C'est que j'adore les chansons de pirates. Et il y a un groupe que j'adore qui s'appelle The Banished Privateers, qui est incroyable. Et c'est un peu mon péché mignon. C'est vrai que j'aime bien festoyer en mode pirate, etc. Le rhum, tout ça. C'est vraiment des chansons super cool. Je trouve que c'est super bien composé. Je les ai vus plein de fois en live. C'est un groupe où il me semble que. Je crois qu'il y a des Suédois dedans. Il y a des Scandinaves en tout cas. Et des gars de Hollande. Des Pays-Bas. Des Netherlands. C'est super bien, c'est fort théâtral. En gros, c'est des espèces de petites pièces de théâtre en même temps. Et ils sont genre une dizaine avec des anciens instruments sur scène et tout. C'est super chouette. Je vous encourage à aller jeter un œil et une oreille si vous pouvez. Et si vous aimez bien le délire pirate. C'est le premier truc qui me vient. Sinon, quoi? Après, c'est pas vraiment ni coupable ni inattendu. J'écoute de plus en plus de country. Bon, waouh, quelle surprise! Je me suis découvert un amour pour Elvis. Pareil, pas vraiment une très grande surprise. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment de truc particulier. Et un truc un peu inattendu, mais qui a quand même un lien avec ce dont vous avez l'habitude. Alors, je vais essayer de retrouver le nom en direct parce que je me rappelle jamais exactement le nom de l'instrument. Et en fait, c'est un gars qui fait des reprises de Children of Bodom. Alors, attendez. Et je crois que l'instrument, c'est le dulcimer ou un truc comme ça. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver ça. Le dulcimer, ouais, c'est ça. Il s'appelle Val Cortoni. J'écoute beaucoup de ça quand je dois bosser ou des trucs comme ça. Donc c'est un espèce d'instrument médiéval qui ressemble un peu à un xylophone, vaguement. Enfin, en tout cas pour vous donner l'idée, il y a des petits bâtons, il tape sur des trucs. Et il fait des reprises de Children of Bonhomme avec ça et je trouve ça incroyable. Donc je vous encourage aussi à aller jeter une oreille. Dites-moi si vous avez bien aimé. Mais je trouve ça très reposant, je trouve ça très bien fait. Et le gars mérite, il a plein de vues là, je viens de voir, il y a une vidéo avec 65 000 vues, ouais, c'est amplement mérité. Et ouais, Dulcimer, voilà. Alors, je retourne sur mes questions. Tut. Alors, y a-t-il eu un déclic ou quand as-tu su que tu voulais faire des vidéos vente de guitare, ton activité principale? Alors, en fait, c'était un peu une arlésienne dans la mesure où le tonton a fait ses premiers achats-ventes à l'étranger, il avait 17 ans, parce que je parle de moi à la troisième personne, je y suis Alain Delon. Euh, En fait, dès le début, j'ai eu cette fibre, j'ai été conseillé par mon cousin musicien David, que je salue s'il passe par là, et qui m'avait déjà dit, de toute façon à l'époque, enfin, lui était déjà à fond dans l'occasion, et il me disait, non mais franchement, ça vaut le coup d'aller des fois aller jeter des... C'était eBay à l'époque, d'aller voir sur eBay Angleterre et eBay Amérique, USA, pour choper du matos, parce que déjà à l'époque les frais de port étaient ok et les frais de douane aussi, ce qui est plus du tout le cas. Mais il m'avait déjà dit tu trouves vraiment des dingueries et des fois il y a des prix très intéressants. Donc en fait j'ai été mordu dès le départ par cette idée d'acheter, vendre un peu partout à l'étranger, d'aller chercher des pépites. Et c'était déjà en fait la première fois que j'ai acheté une guitare pour moi. Donc c'est pas ma première guitare parce que j'en avais déjà eu, mais quand j'en ai acheté avec mon argent pour moi, tout de suite ça a été ça. J'ai toujours aimé chiner, aller voir sur des trucs un peu obscurs et choper le truc que personne n'a et tout. Donc c'est un déclic qui m'est arrivé très rapidement. Et pour l'activité, en fait, à force de justement choper du matos et exotique, etc., tout le monde me disait mais un jour tu devrais ouvrir un magasin quoi, parce que t'as des trucs, on les voit jamais. Je suis sûr que ça pourrait intéresser des gens et tout. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit ça pourrait être en tout cas une activité complémentaire. Et puis maintenant, voilà, hein, ce qui devait être un ersatz de mon temps est devenu pratiquement mon activité principale. Donc voilà comment l'histoire est arrivée. Question numéro 10. Y a-t-il une pièce de matos dont tu n'attendais rien et qui t'a bluffé? L'inverse, tu attendais énormément et nul. Une marque dont je vous parle quand même assez régulièrement, j'avais quand même été vachement impressionné par Spira.
parce que la qualité était vraiment impressionnante. D'ailleurs, je me tâte toujours à me choper une 7 cordes de chez eux, mais j'attends un petit peu parce que j'ai vu qu'ils sortaient des modèles avec un multiscale, et j'adore le multiscale quand c'est bien fait. En tout cas, j'en ai des bons souvenirs. Après, je l'ai utilisé surtout dans des marques un petit peu high-end, donc à voir si aussi dans des produits plus entrée de gamme, ce sera aussi bien foutu si ça me plaira autant. Mais bon, normalement c'est une technique, je vois pas pourquoi ce serait moins bien dans les trucs moins chers. Mais bon, je sais que j'avais essayé des Ormsby et j'avais pas du tout aimé leur scalopage. Ça y est, je mélange tout. J'avais pas du tout aimé leur multiscaling. Je trouvais qu'il était vraiment trop espacé et tout, et les angles étaient trop. Enfin, ça m'avait vraiment pas plu, alors que toutes celles que j'avais eues chez Kissel. Ça m'avait vraiment plu. Je crois que j'en ai eu aussi chez Scarvesen et chez Mayons, je suis plus sûr. Mais et puis j'en avais eu aussi sur des Zless et tout, chez Scarvesen et tout. Ça m'avait toujours vachement bien plu, donc j'aimerais bien. Je surveille une 7 cordes multiscale de chez Spira. Et l'inverse, tu attendais énormément et c'était vraiment pas top. Euh, Celle avec qui j'ai eu le plus de mal, et j'en attendais le plus grand bien, mais après je me dis qu'il faudrait et à la fois que je réessaye et que je suis peut-être tombé sur un mauvais exemplaire, mais j'ai eu une Music Man John Petrucci, une JP6, et j'ai trouvé ça affreux. J'ai trouvé que le manche il était le plus inconfortable possible, et j'arrivais pas à la faire sonner, il y avait vraiment rien qui se passait. Donc est-ce que j'ai eu un mauvais exemplaire, ou est-ce que c'est le design du manche, etc., qui me va pas du tout. En tout cas, j'avais été fort déçu de ça. Pourtant, je m'étais fait une montagne d'avoir une Petrucci un jour, et en fait, je l'ai très vite liquidé parce que j'ai pas aimé. Après, j'ai chopé une Thunder Strat Custom Shop de 69, et j'ai pas aimé du tout. Alors que c'est pareil, c'était mon Graal, je voulais en avoir une un jour. Et quand je l'ai eu, ça a été the déception dans le truc. Je trouvais que excusez-moi pour la vulgarité, mais les micros ils avaient rien dans le cul. Je me faisais chier. Alors, vraiment, une grosse déception. Quand j'ai ouvert la caisse, j'avais limite la larme à l'œil, tellement j'étais content. Et puis quand je l'ai branché, ça a été vraiment là. Oh, oh non. Donc. Voilà, des fois, comme vous voyez, c'est pas forcément les marques ou le prix, etc. Il y a des trucs, des fois, je chope des guitares à 400 balles, ou à 1000, et je les trouve incroyables. Et ça m'est arrivé d'avoir des Mayons à 3005 et de les trouver bof, quoi. Donc, y a-t-il des achats dans les tuyaux? Des achats dans les tuyaux. Hier, j'ai fait une offre sur une petite guitare, justement une guitare 500 balles sur le bon coin, et le gars a accepté. Donc oui, il y a une petite, tout simplement. Allez, on va donner la réponse, on va teaser et tout. Ça fait des années que je me demande ce que ça vaut Solar. Et là, j'ai trouvé la Solar qui était faite pour moi, avec une teinte à la Dimebag, avec justement en plus un micro upgradé en mode Bill Lawrence USA. Donc vraiment config Dimebag, un Floyd et tout, et en Dime Slime. Donc les conditions étaient réunies. En plus, le guitariste à qui je l'ai acheté est guitariste dans un tribute à Pantera. Enfin ouais, bref, il y avait des panneaux, ceci et ta guitare, elle est faite pour toi. Donc voilà, j'ai craqué, je me suis commandé ça pour Noël, tout simplement. Petit cadeau de moi-même à moi-même, pour le plaisir. Et puis bon, on fera du contenu avec, parce que vous êtes nombreux aussi à vous demander quoi sur Solar, si ça vaut le coup. Et je sais même pas, le gars était pas très clair sur quel modèle c'était et tout. Enfin bref, on découvrira ça tous ensemble. Un morceau que tu aimerais jouer mais qui te résiste et qui est hors de portée pour toi. Alors ça, il y en a beaucoup, tout simplement parce que je suis très déçu. C'est pas vraiment le mot, mais je suis assez mécontent de mon niveau actuel. Et je compte bien y remédier en 2026. Ça fait partie de mes résolutions. J'ai acheté notamment, j'ai rejoint un truc de Chris Brooks, un guitariste qu'on voit pas mal sur le net, notamment une méthode typée néoclassique, etc., pour me foutre un coup de pied au cul, parce que j'aimerais vraiment bosser mon instrument. Je sais que c'est une question de temps et d'investissement, et qu'il n'y a que ça qui me fera progresser. Donc je compte bien le faire, quitte à, je le dis tout de suite aussi, peut-être ralentir les vidéos pour pouvoir améliorer le jeu, parce que je trouve qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire différemment sur la chaîne. Vous proposer un meilleur son notamment, et proposer des meilleurs tests, tout simplement, un petit peu plus techniquement un petit peu plus au point, et pas toujours les mêmes riffs, etc. Donc je m'étais mis un coup de
pied au cul déjà l'année dernière quand on a fait notre concert, là où j'avais appris une setlist entière de morceaux que je connaissais pas. C'était déjà un super début et je suis très content de l'avoir fait et j'ai trouvé que j'avais progressé à ce moment-là. Mais entre les vacances, etc., et puis j'ai eu énormément de choses à m'occuper cette année, enfin je ne me cherche pas d'excuses, mais voilà. Donc oui, il y a plein de morceaux qui me résistent et c'est normal puisque je ne travaille pas assez. Notamment, j'adorerais bosser à Mr. Crowley d'Ozzy. J'aurais adoré pouvoir faire un cover pour lui rendre hommage. C'est une chanson qui compte énormément pour moi et il est dit qu'un jour je la jouerai décemment. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais travailler. J'aimerais bosser des morceaux d'Yngwie, même si évidemment là on est sur des niveaux un peu stratosphériques. C'est des objectifs à long terme, dirons-nous. Mais voilà. Donc oui, il y a plein de morceaux qui me résistent. Pareil, j'aimerais bien faire une chanson. En fait, je voudrais maintenant bosser des chansons en entier. Donc forcément, ça va prendre plus de temps, mais cette satisfaction ne me sera pas étrangère en 2026. J'ai décidé que je le ferai. Je le ferai. Donc voilà, il y a plein de choses qui me résistent. Plein de choses, mais je compte bien y remédier. Question suivante. Attends. Peut-être hors de propos par rapport aux gens qui te suivent déjà. Oula, je comprends rien. Attends, j'imagine déjà un peu aguerri. Oh, il y a des gens qui essaient de communiquer là. Je suis désolé, mes deux neurones ils sont pas connectés là. Ton conseil pour un premier achat pour débuter, guitare plus ampli à prix réduit. Ah, ça c'est une question très intéressante. Ça mériterait même peut-être une vidéo directe. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo spéciale achat de matos de débutants, parce que j'ai plein de tips à donner en fait. Parce qu'il y a plein de marques. Mon conseil, de l'occasion. Allez sur de l'occasion. De toute façon, ça vous permettra. Moi, je le dis toujours, et c'est pareil. Enfin, dans plein de domaines, ça vaut pour les bagnoles, je trouve aussi. Je préfère acheter de l'occasion plus vieux à un niveau un petit peu plus supérieur que d'acheter du bas ou entrée de gamme neuf. Clairement. Je préfère un truc moyen ou même bien, mais qui a vécu, qui a des pètes, etc. Mais qui au moins sera satisfaisant à jouer et à avoir quoi. Et puis ça te permet aussi d'avoir un truc qui va rester avec toi si tu progresses au fur et à mesure. Donc ouais, moi déjà j'irai sur de l'occasion. Le mieux c'est de pouvoir tester, même si c'est de plus en plus. Enfin, c'est pas toujours facile. Et ça dépend aussi d'où vous habitez, ce que vous avez autour de vous. Donc ça, je comprends que c'est un peu compliqué. Aussi, regardez pas mal de vidéos, pas mal de tests, renseignez-vous et essayez de faire la part des choses, parce que quand vous voyez que il y a moi j'ai fait toute ma jeunesse en regardant les tests audio fanzine et tout, et des fois les avis rédigés par les gens ils sont très subjectifs quoi. Il faut voir aussi enfin le gars qui t'essaye un son clean, enfin qui essaye un ampli clean et qui dit que il a joué ça avec les Invaders, Seymour Duncan, avec une grosse Randy Rhoads et tout. Bon tu vois, c'était peut-être pas forcément adapté. S'il dit que le truc il sonne, c'est de la merde, c'est peut-être pas fait pour non plus, tu vois. Donc il faut toujours un peu relativiser, regarder si après si vous avez 10 avis qui disent la même chose, bon il y a pas de fumée sans feu comme on dit. À un moment il faut quand même se faire une idée, mais faites attention parce que vous voyez des fois quand vous voyez un ou deux avis et que c'est un peu mitigé, laissez le bénéfice du doute quand même, on sait jamais. Plein de belles choses. Allez, je vous en donne un, histoire de pas griller ma cartouche si jamais je fais une vidéo dessus. Allez voir si vous voulez un petit ampli à lampe qui coûte que dalle, mais genre vraiment rien et qui est incroyable pour commencer. Allez voir le Carvin, C-A-R-V-I-N 3M ou quelque chose comme ça, 3V, 3M, un truc comme ça. C'est une petite tête lunchbox tout lampe. Je crois que c'est moins de 50 watts, je pense que c'est à voir le nombre de watts, mais c'est très correct et en plus c'est utilisable. Il y a 3 canaux. Et c'est très très bien si vous voulez un premier ampli à lampe et sans casser la tirelire, vous allez trouver ça pendant les 300-400 euros pour une tête. Il y a moyen de choper des câbles pour 100 balles. Allez, pour 500 balles, vous avez une tête, un câble pour vraiment quelque chose de costaud et qui va bien fonctionner. Ça, c'est le bon plan ampli pour moi. Sinon, guitare, c'est guitare, en vrai, pour contredire totalement ce que j'ai dit, acheter une Spira neuve. Voilà, parce qu'on n'a jamais prétendu être cohérent. Alors en vrai, ce serait une bonne solution. Et sinon, en deuxième, allez, pareil, je grille pas toutes mes cartouches, mais allez voir sur Le Bon Coin, etc., choper des Jackson Performer. Si vous êtes dans le métal, encore une fois, Jackson Performer, vous allez tomber sur des guitares entre 2 et 400 balles. Et c'est des dingueries, c'est des super machines. Si vous voulez en plus après les upgrader, c'est tout facile. Tout est bien fait, c'est simple d'utilisation. Souvent, ça a été utilisé comme il faut. Il y en a plein, donc vous en trouverez facilement et tout le temps. Bref, allez-y, c'est mon bon plan à guitare et ampli.
Alors, dernière question. Bah non, pas dernière question. Tu as le droit de choisir la grade de tes rêves. Vraiment une seule. Aucune limite de prix et de rareté. Vous vous engagez sur des trucs là, les gars. Mais, oh, il y a un mais. Ça fait peur, ça. Tu ne peux jouer dessus que du Ghost. Tu acceptes? Si oui, laquelle choisis-tu? Bah non, j'accepte pas. Parce que, bah, je sais pas si on en a déjà parlé. J'ai horreur de Ghost. Ouais, je trouve que c'est incroyablement surcoté. Et mais alors, vraiment incroyablement. Voilà, j'ai des épisodes underrated, mais je crois qu'il faudrait que je fasse des overrated, histoire de bien mettre tout le monde à dos. Mais j'ai horreur de Ghost. Alors, musicalement, ça passe. Ça va. Mais j'ai horreur du chanteur. Je les ai vus malheureusement plusieurs fois en live et je trouve ça honteux. Je trouve ça que des fois, c'est très poussif. Non, pas mon délire. Je trouve qu'ils font des efforts. La mise en scène est ouf. Musicalement, il y a des trucs très sympas. Voilà, oui, ça m'arrache la gueule de le dire, mais ouais. Par contre, pour moi, le chant, c'est un non, c'est un veto direct, quoi. Et les gens disent ouais, mais pourtant, t'aimes bien des chanteurs chelous, t'aimes bien Mercyful Fate avec des voix super aiguës, t'aimes bien Enforcer ou des trucs comme ça avec aussi des trucs super aigus. Ben ouais, mais voilà, je peux pas, c'est viscéral. Et peut-être que toute la hype aussi autour m'a gâché un peu le truc par esprit de contradiction. Mais non, franchement, quand j'en entends, je trouve ça. Ouais, en fait, voilà, le mot c'est poussif. Pour moi, Ghost c'est poussif. Donc voilà, non, je refuse l'offre, tant pis, je n'achèterai pas de guitare rare et très chère. Ouais, je sais pas qui je vais la faire croire celle-là. 16. As-tu joué en groupe? Et si oui, combien de groupes as-tu eu? Oh, alors, j'ai eu plusieurs groupes. J'ai commencé par un groupe qui mélangeait plein d'influences différentes et qui était vraiment très obscur. Hein, on va être plutôt dans un délire un peu la Sun O, donc quelque chose de drone, un peu stoner. Et c'était un mélange donc de drone stoner et de black metal, alors, parce qu'on était à fond dans notre période Mayhem, etc. Ça s'appelait See the Corpse. Et tous les anciens amis qui me regardent ont des anecdotes incroyables par rapport à ce groupe qui n'a pas vécu très longtemps et qui était plus un projet à la maison d'alcooliques non anonymes, dirons-nous. Mais ça a été mon premier. Après, j'en ai eu plusieurs. J'ai toujours eu. Ça, c'était un groupe de compos. Après, j'ai eu les groupes de reprises avec lesquels on a tourné un petit peu, mais c'était plus. En fait, à chaque fois, j'ai surtout fait des concerts pour des événements, genre des anniversaires ou des trucs comme ça, où on m'invitait on voulait faire une date, etc. Ils cherchaient un groupe, on a monté un groupe pour l'occasion, ce genre de choses. Donc, j'ai surtout fait ça. J'ai fait plus des one-shots que vraiment un groupe qui tourne énormément, etc. Donc ça, où faisais des reprises d'Halloween, de Maiden, de Metallica, enfin le classique des groupes de reprises métal, quoi. Donc ça c'était bien cool. Sabian Riders. J'avais fait aussi des dates, comme je vous l'ai dit, pour mon anniversaire. J'ai déjà monté des All-Star Band avec plein d'autres membres d'autres groupes. C'était assez fun aussi. Après, j'ai plus la patience pour ça, en fait, de composer avec tous les agendas de chacun. J'ai déjà eu suffisamment de mal cette année à régler mon propre agenda à moi et d'arriver à me trouver tout seul. Alors, si en plus je devais composer avec 3 ou 4 autres gus pour les répètes, t'arrives, le gars il a pas eu le temps de jouer parce que son chien il a mangé ses devoirs. Bah non, je savais pas qu'il y avait répète, je croyais que c'était mardi. Ah bah ma voiture elle démarre pas. Ou ah bah ou non, je vais pas pousser le morceau parce que flemme. Ouais, non, franchement, j'ai trop la flemme, plus les nerfs pour encaisser ça. Vous avez tout mon respect, vous qui continuez à faire des groupes, surtout à passer 35 ans. Alors là, vous avez double mon respect parce que trop vieux pour ces conneries. Alors, est-ce qu'il y en a encore une? Il y en a encore une avant la dernière. Question sérieuse. Ouah, question sérieuse, dis donc. Tu as déjà parlé de ton envie d'écrire, oui, c'est vrai. Mais goût littéraire. Alors, on va jumeler un petit peu la question. C'est que ça fait partie des projets de l'année prochaine. Je vous avais dit que j'en parlerai un petit peu au début de vidéo. J'ai toujours pour projet d'écrire un thriller, d'écrire un roman. J'ai toujours écrit, tout le long de ma vie, j'ai écrit. J'aimerais bien faire un thriller noir et aussi mettre à profit mes années d'expérience, dirons-nous. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, j'ai travaillé j'ai fait des études de criminologie et j'ai une maîtrise de droit et de sciences criminelles.
enfin une double même. Et j'ai aussi travaillé pendant 10 ans pour le ministère de la Justice, notamment en secteur criminel, juge de la liberté de la détention, etc. Donc j'ai vu et j'ai travaillé pour le coup main dans la main avec plusieurs cabinets d'instruction. Donc j'ai côtoyé certains monstres dans la vraie vie et je pense que ça pourrait être assez intéressant de coupler toute cette expérience, ce que j'ai pu voir et aussi lire et entendre, etc. Pour faire des petits romans policiers, thrillers, etc. Ce serait quelque chose qui serait très intéressant. Et tout ça, ça vient de plein de choses, hein. J'ai lu, je sais pas, Graham Masterton, évidemment en Cocorico, notre cher Maxime Chatham, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 10 ou 15 ans. Et en fait, c'est aussi une rencontre qui a fait beaucoup dans ma vie et qui m'a donné envie de continuer cette petite fibre créatrice. Et c'est aussi ce qui m'a donné après envie d'écrire. J'ai écrit dans des magazines en Angleterre, magazines alternatifs et tout, fait des chroniques de musique, de fest et tout en Angleterre et aussi en France après par la suite. Donc voilà, mes goûts, ils sont un petit peu là et je suis un fan, un die-hard, grâce à mon petit papa qui me manque, de San Antonio, donc de Frédéric Dard, qui est une mine de vocabulaire et de jeux de mots sous couvert d'un humour graveleux et qui paraît bas du front. En fait, c'est plein de jeux de mots super intelligents et du vocabulaire et tout de l'argot incroyable. Donc si c'est probablement ce que j'ai lu le plus, c'est des San Antonio. Et d'ailleurs, je viens de choper une collection complète. Je dois avoir 200, j'exagère peut-être, mais j'ai plus de 100 bouquins de San Antonio probablement. Voilà. Et la dernière, donc, qui nous a été posée par notre cher Théo Cormier, notre cher talent français, encore une fois, hein, encore un petit cocorico, ça fait plaisir. Comptes-tu t'installer aux États-Unis? Et donc, je vais laisser le tonton de Floride vous répondre et je verrai si je le dois compléter par la suite. Bon, j'ai dit que j'allais répondre de la maison, mais pour répondre à cette question, je vais quand même le faire ici parce que c'est quand même un petit peu plus logique. C'est notre ami Théo Cormier, un excellent guitariste, c'est vraiment un tueur dans plein de styles différents et en plus d'être super agréable. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, hein, je l'ai croisé 2 ou 3 fois et à chaque fois, rien que de voir son smile, ça donne vraiment simplement envie d'aller lui causer, d'aller lui tirer la pince et d'admirer un peu son jeu parce qu'on voit que le type a méga bossé et tout simplement, c'est bonheur de voir qu'il y a des jeunes générations françaises comme ça qui se donnent les moyens et qui font vivre le monde de la guitare tout simplement. Et qui me disait, donc là j'ai plus vraiment l'intitulé en tête, mais bon, je vous mettrai évidemment la petite pastille qu'il m'a envoyée. Et puis le sujet, est-ce que tu comptes t'installer ici? La grande question, qui est un petit peu le mystère qui reste ces derniers jours un peu ici. Vous savez que le tonton fait en général au moins 2 allers-retours aux États-Unis dans l'année. Et c'est pas pour rien, vous savez, mon amour pour ce pays, pour sa culture, pour ses traditions. Et puis c'est quand même un lieu de rock'n'roll légendaire, quoi, tout simplement. Le tonton a craqué pour la Floride avec sa chérie, évidemment, c'est un coup de cœur familial, si je puis dire. Donc, trêve de bavardage. Si vous avez suivi un petit peu les posts Facebook, parce que généralement quand je pars, je mets toujours des petits comptes rendus des jours qu'on passe ici, en vous expliquant un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on a visité, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à y faire un tour, hein, c'est sur mon Facebook Hunter Ravnica, j'ai tout mis en public. Si vous voulez pas m'ajouter en ami, il n'y a pas de problème, vous pourrez lire le contenu quand même. Je ne veux pas vous tenir en otage, vas-y, abonne-toi. Et d'ailleurs, abonne-toi mec, allons, qu'est-ce que tu fous? Donc, tout simplement, on a vraiment craqué, c'est un peu notre vie de rêve ici. Qui va avec tout, avec la musique qu'on aime, un petit peu de soleil parce qu'à force d'habiter depuis 35 ans dans le nord de la France et en Belgique, je pense qu'on a besoin d'un petit peu de vitamine E, je crois que c'est ça, hein, pour le soleil. Je viens de foutre ma main sur le micro, ça a sûrement fait un bruit horrible, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Donc oui, évidemment, c'est des terres qu'on adore et qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi le tonton a vendu autant de matos? Pourquoi y en a-t-il encore autant à vendre? Même des guitares qu'il avait dit qu'il ne vendrait jamais. Et un petit élément de réponse, c'est que justement avec ma petite chérie, on a tout simplement envie d'acheter ici. Donc dans un premier temps, probablement entre guillemets maison de vacances et maison qu'on mettra à louer en Airbnb quand on n'y sera pas, tout simplement. On aimerait bien y passer 1 voire 2 mois par an, voire plus, mais à mon avis dans un premier temps ce sera surtout 1 mois
Et puis on va continuer à faire des allers-retours en France et aux États-Unis. On a craqué, comme je vous l'ai dit, sur la Floride pour plein de raisons que je développerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse, pourquoi pas une vidéo spéciale sur les US. Et n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous avez des questions sur ici, parce que bon bah on va être honnête, hein, on en entend beaucoup de choses en France, souvent des reportages à la con qui sont bien loin de la vérité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le tonton, bah, il a visité plus de 20 États sur les 50 des États-Unis. J'ai fait plus de 30 000 km ici à travers tous ces 20 États. Donc je commence à savoir un petit peu de quoi je cause, et quand je vois justement les reportages TF1, M6 ou même les commentaires sur Facebook ou sur les réseaux, je me dis mais enfin c'est 99% des gens qui écrivent ou qui filment ça ont jamais foutu un pied aux US et n'ont rien compris, quoi. Donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser, je serais ravi de faire une vidéo comme vous pouvez le savoir. Quand c'est des choses qui me passionnent, j'ai tendance à papoter et à vous dire plein de choses. Donc est-ce que je voudrais m'installer ici? Dans un premier temps, on va acheter, on va passer des vacances, on va avoir notre petit repère du clan Ravnica, le clan numéro 2. Donc notre petit repère états-unien, floridien même. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. On a déjà un agent immobilier dans le coin, on a déjà visité des quartiers, on a déjà des maisons coup de cœur. Donc à mon avis, dans les mois à venir, on va sûrement revenir pour aller un peu plus dans le concret, maintenant qu'on a notre agent immo, de pouvoir vraiment visiter les maisons et puis voir un petit peu si on va trouver la perle rare qui va abriter le Ravnica. Donc voilà, ça ce sera dans un premier temps. Et évidemment, est-ce que je voudrais m'y installer? La question, elle est vite répondue, comme diraient des jeunes entrepreneurs. J'aimerais vraiment beaucoup. Il est très difficile d'immigrer aux États-Unis parce qu'il y a énormément de règles, beaucoup de conditions, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que je voudrais faire à moyen voire long terme. Mais ce sera aussi une question d'opportunité, hein, tout simplement. S'il y a quelque chose qui se présente, il faudra savoir le saisir. Et évidemment, c'est dans les plans. J'ai aussi, cette année, grâce à vous, on a côtoyé beaucoup de marques françaises, européennes, etc. Et j'ai eu des conversations avec pas mal de patrons de ces boîtes qui aussi seraient assez intéressés d'avoir un francophone sur place, pourquoi pas pour aider à développer le business, à faire pourquoi pas commercial, ou tout simplement pouvoir présenter les amplis, etc. ou les guitares, ou le matos, les pédales, etc. Donc avoir un francophone sur le territoire, c'est toujours forcément un atout, hein, pour les marques de chez nous. Donc, et puis pourquoi pas aussi avoir, pour les marques des États-Unis, avoir un contact qui puisse aussi envoyer des trucs en France, etc. ou pouvoir faire connaître des marques qui sont encore un petit peu étrangères chez nous. Donc voilà, oui, c'est beaucoup de plans, un plan sur la comète assez long pour le coup, puisqu'on regarde très loin là-bas vers l'horizon et on se dit que tout est possible, on a envie de s'accrocher, on a envie de se donner les moyens, encore une fois, et c'est un petit peu synonyme de ce qui s'est passé sur la chaîne en un an, une petite année qui nous envoie déjà là où on est aujourd'hui. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour ça. Donc voilà, je pense que vous avez votre réponse à cette question. J'étais obligé de la faire ici, c'était quand même dommage d'avoir encore un petit peu de temps ici, puisqu'on décolle demain. Sans répondre à cette question, vous voyez encore une petite piscine. Enfin, petite, j'exagère un petit peu. Allez, c'est Tonton Hunter, prenez soin de vous, on passe à la suite. Et voilà, on est je suis déjà à 43 minutes, il va y avoir 5 minutes de réponse, donc on va être un petit peu sous la barre des 1 heure. Bref, une vidéo classique, une FAQ comme on les aime. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre d'autres questions en commentaire, ça me permettra de les insérer dans de futures vidéos. On essaie d'en faire 2 par an, une d'été, une d'hiver, parce que voilà, je trouve que c'est suffisant, et puis voilà, ça nous permet aussi de garder ce lien et de creuser un petit peu plus notre relation, un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Passez d'excellentes fêtes, je sais pas encore quand je publierai cette vidéo, ça se trouve on sera en début d'année, si c'est le cas je vous souhaite une très bonne année, et puis prenez soin de vous, passez du temps avec les gens que vous aimez et qui comptent pour vous, et qui sont là pour vous, parce que c'est le plus important, les autres, allez les envoyer se faire voir un petit peu. Ouais, on va faire ça. Allez, c'était Tonton Hunter, l'espèce de dinosaure Père Noël de l'espace vous salue bien en bas, et encore merci pour cette incroyable année. Vous m'avez gâté et je saurai vous le rendre. Allez, ciao.